Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de ce journal. Les Nations Unies déclarent soutenir le programme portant notamment sur les questions de développement du Nigeria, une stratégie portée par le président de la République, Bola Tinubu. Débat au Zimbabwe sur un dispositif très attendu, l'assurance maladie dans ce pays où l'accès aux soins médicaux se fait difficilement, mais rien n'est encore réglé en raison de la problématique du financement de ce système. L'art contemporain tunisien exposé à Paris, à la Galerie Valois jusqu'au 29 juin. Moustapha Chelbi, écrivain et critique d'art, il a participé à la sélection des œuvres exposées. Il sera dans ce journal pour nous parler de cette exposition exceptionnelle. Le coordinateur des Nations Unies au Nigeria, Mohamed Mustafa Malik Fall, a annoncé que l'ONU soutient le programme du président de la République, Bola Tinubu. Un programme gouvernemental axé notamment sur la lutte contre l'insécurité alimentaire et plus globalement sur le développement de l'État fédéral. Sarah Emele. Après une lutte acharnée pour son programme d'espoir renouvelé, Bola Tinubu est devenu président du Nigeria en 2023. Le programme en 8 points du président Bola Tinubu, qui vise à renforcer la sécurité alimentaire, créer des emplois, réduire la pauvreté et développer l'économie, favoriser l'inclusion, renforcer l'état de droit et lutter contre la corruption, a été pleinement soutenu par les Nations Unies. Dans une communication à la presse le 14 juin 2024, le coordinateur résident des Nations Unies au Nigeria, Mohamed Mustafa Malik Fall, les programmes de développement des Nations Unies dans le pays d'Afrique de l'Ouest se sont alignés sur les principaux objectifs de développement du gouvernement. We align with this renewed hope agenda and are supporting. Nous, les Nations Unies, nous alignons sur ce programme d'espoir renouvelé et nous soutenons le gouvernement du Nigeria à 2 niveaux. D'une part, l'assistance humanitaire qui nous aide à améliorer et à sauver des vies, à réduire la vulnérabilité. Nous travaillons également sur un projet de grande envergure qui peut aider le développement du pays à avancer autour des priorités qui sont dans l'accélération et la transition des ODD et autour des aspects qui sont si critiques pour le Nigeria comme le régime de protection sociale, le filet de sécurité, principalement dans le contexte où l'inflation et la crise alimentaire ont un impact négatif sur les personnes les plus vulnérables. And food crisis is impacting negatively the most vulnerable people. Ce programme vise à propulser le Nigeria vers une croissance économique et un développement durable. En ce qui concerne la sécurité, le fonctionnaire de l'ONU souligne que l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria a été maîtrisée dans une certaine mesure. En 2015 et 2016, l'insurrection a déplacé 2,2 millions de personnes, selon l'Organisation internationale pour les migrations de l'ONU. Ce que nous avons vu maintenant, c'est un engagement accru de la part du gouvernement pour protéger les personnes déplacées, mais pas seulement en termes de sécurité, mais aussi pour leur fournir des moyens de subsistance, pour mettre en place une politique de retour, de réintégration ou de réinstallation. Toutes les voies qui sont dans l'initiative générale du secrétaire sont là et aident à trouver la meilleure façon de restaurer la dignité de ces personnes. Le coordinateur résident des Nations Unies au Nigeria a salué les réformes économiques mises en œuvre par le gouvernement nigérian dans un contexte de difficultés politiques et socio-économiques croissantes. Le soutien offert par les Nations Unies devrait aider le gouvernement à atteindre certains de ses objectifs clés. La problématique liée à l'accès aux soins de santé, l'un des maux dont souffre le continent africain. Des millions de personnes décèdent chaque année faute de soins. Mais face à la problématique, l'idée d'une assurance maladie fait son chemin dans quelques pays du continent, comme au Zimbabwe, où les débats tournent actuellement autour de la question de qui doit financer ce dispositif. Pauline Minka. À Harare, le congrès des syndicats du Zimbabwe, ZCTU, a déclaré mercredi 12 juin 2024 que le système national d'assurance maladie, NHIS, proposé doit être entièrement financé par le gouvernement au lieu de soumettre les citoyens à un énième élément fiscal. Le congrès ZCTU a critiqué le projet NHIS proposé pour qui l'arrangement doit être soumis à des consultations plus larges et à un débat approfondi pour les freins et des contrepoids adéquats. À cet effet, il a proposé que l'Autorité nationale de sécurité sociale
est la responsabilité de fournir des ressources aux partenaires sociaux pour leur permettre d'entreprendre de larges consultations avec leurs membres. Sur le papier, ce système d'assurance maladie qui est voulu par les autorités du Zimbabwe est louable et appréciable. Néanmoins, dans sa réalisation et dans son mise en œuvre, je partage l'opinion, la thèse défendue par le syndicat principal qui est la ZCTU, qui s'oppose à la taxation, qui voit cela comme une taxation supplémentaire. Le système national d'assurance maladie vise à garantir que les services de santé soient accessibles à tous les citoyens, conformément à l'article 76 de la Constitution. En 2007, la promulgation du projet de loi sur l'assurance maladie nationale avait été abandonnée après que le syndicat a menacé de mobiliser des manifestations contre cet instrument qu'il considérait comme un fardeau inutile. Cependant, le gouvernement a récemment relancé les travaux autour du NHIS dans le cadre d'une évolution qui a donné lieu à des consultations dans tout le pays. Je pense que cette requête résulte du fait de deux aspects très importants. Premièrement, le problème très important de corruption qui existe au Zimbabwe. Et secondement aussi parce qu'il n'y a pas forcément tous les moyens au niveau local pour pouvoir apprivoiser ce système. Je pense notamment aux médicaments, mais je pense aussi aux établissements publics de santé qui n'utilisent que 30% de leur capacité. En mars 2024, le gouvernement avait annoncé la mise en place du système national d'assurance maladie d'ici juillet 2024 afin d'améliorer l'accès à des services de santé de qualité et de réduire la vulnérabilité à laquelle sont confrontés les citoyens ordinaires. Cependant, le syndicat craint qu'une telle initiative ne contribue guère à améliorer le système de santé défaillant du pays, dans la mesure où les fonds existants sont détournés au détriment des bénéficiaires visés. Pas assez de logements sociaux aux plaintes de nombreux Africains et c'est précisément le cas en Algérie où la situation est alarmante. La pénurie est importante alors que les besoins ne cessent de se multiplier. Le pays compte aujourd'hui des millions de mal logés vivant parfois dans des bidonvilles. Au total, ce sont des millions de logements sociaux qui sont attendus. Le gouvernement se dit une nouvelle fois engagé à résoudre cette problématique. Dans une récente prise de parole, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Bellaribi, a souligné l'importance de livrer plusieurs projets de logement avant le 5 juillet prochain. La Coupe d'Afrique des Nations de football focus aujourd'hui sur l'organisation des prochaines compétitions. Gros plan sur la CAN 2027. La 36e édition sera, vous le savez, organisée par 3 pays, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Une première pour la région Afrique de l'Est depuis 1976. Et sur place, on parle des préparatifs. En Tanzanie, il est question de la construction de nouveaux stades. Joël Ballot. Hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2027, aux côtés du Kenya et de l'Ouganda, la Tanzanie, dans son budget annuel 2024-2025, a décidé d'allouer 285,3 milliards de dollars au secteur de la culture, des arts et des sports. Cette enveloppe en hausse de 250 milliards de dollars vient mettre l'accent sur la construction des stades, la rénovation et l'amélioration des installations sportives en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations 2027. La préparation des équipes nécessite la disponibilité des stades au nord. Le gouvernement est prêt à construire de nouveaux stades et à réhabiliter certains stades existants. Concernant la qualité des terrains, le gouvernement a déjà promulgué une loi qui prévoit des exonérations fiscales pour l'importation du gazon et de ses équipements. Pour la CAF, le choix de la Tanzanie comme l'un des organisateurs de la CAN de football 2027 s'aligne sur la vision des autorités locales visant à développer le sport en Afrique de l'Est, élever les infrastructures sportives aux normes internationales, offrir aux athlètes des environnements d'entraînement et de compétition optimaux. Nous ne voulons pas que la Coupe d'Afrique des Nations se tienne seulement dans une zone. Nous voulons adopter une stratégie de rotation pour contribuer au développement et à la croissance du football dans les différentes zones. Je pense que l'un des points forts concernant le trio Ouganda, Tanzanie et Kenya, c'est que la Coupe d'Afrique des Nations, pendant des années, ne s'est pas tenue dans cette région. Et aussi la passion démontrée par les chefs d'État et de gouvernement de ces pays ainsi que la délégation, j'ai eu le sentiment que c'était l'une des raisons. Et je peux en dire autant pour toutes les nations qui se sont exprimées. En définitive, des investissements importants sont en cours sur l'ensemble du territoire national, que ce soit au niveau du complexe sportif d'Arusha,
de Dodoma et de Dar es Salaam, ce qui souligne l'engagement de la Tanzanie à nourrir les jeunes talents et à favoriser une culture d'excellence sportive à partir du niveau local. Les peintres Sarah Bakar et Alia Belkodja et l'artiste tapissière Monia Sfar-Chaker exposés à la Galerie Valois à Paris depuis le 6 juin. Exposition qui s'intitule Tunisie, regard croisé. C'est l'art contemporain de ce pays du Maghreb qui est montré aux visiteurs. Pour en parler, je reçois Monsieur Moustapha Chelbi, écrivain et critique d'art. Il a participé à la sélection des œuvres actuellement exposées. Bonjour Monsieur Chelbi. Bonjour madame. Merci à vous, merci d'être notre invité. Alors depuis le 6 juin, et ce jusqu'au 29 juin 2024, oui. La Galerie Valois qui se trouve ici à Paris présente donc cette exposition qui est consacrée à l'art contemporain tunisien. Parlez-nous un peu de cette exposition et que peut découvrir le public en y allant c'est au 41 rue de Seine, n'est-ce pas? Monsieur Bob Valois m'a accordé sa confiance parce qu'il sait que, ayant dirigé la revue L'Espace Pictural tuniso-française, je connais pratiquement tous les peintres tunisiens et français aussi, très modestement. Et donc j'ai eu l'idée de rassembler 3 peintres, enfin la troisième étant tapissière, comme vous dites, mais les 3 ont en commun le travail sur la mémoire. Et Sarah Bakar Galoub travaille sur la mémoire de la Médina, de la cité, dans les grandes villes de Tunis. Et je savais que Tunis a été classé comme bien immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ce sont des villes qui ont été construites, qui se mesurent par siècle, leur mémoire. Elle a eu l'intelligence, la pertinence de bâtir ces toits autour de la mémoire des cités, de la mémoire urbaine. Madame Alia Belkodja Fayesh, elle travaille sur une mémoire encore plus ancienne. Elle travaille sur la mémoire carthaginoise et romaine commune en Tunisie qui se sont rencontrées, et phénicienne aussi. Donc les 3 se sont rencontrés à Tunis et ont permis à la Tunisie de disposer d'un immense patrimoine archéologique. Et elle travaille également sur le qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu de notre histoire, qu'est-ce qui est parti définitivement, qu'est-ce que la tradition orale et la mémoire collective n'a pu retenir. Alors elle essaye à travers ses toiles de retenir ce temps qui passe. Et quant à Madame Monia Sfar Chaker, elle travaille sur la mémoire du tissu, la mémoire du fil. C'est aussi intense, c'est aussi pertinent. Et vous le savez que la Tunisie compte un immense patrimoine au niveau des tapisseries et des tapis. Donc c'est ce travail finalement sur la mémoire qui a motivé ce choix, parce qu'on vous a laissé carte blanche pour choisir les artistes qui allaient exposer. Donc c'est ce travail sur la mémoire qui vous a motivé ? Ce qui m'a motivé, c'est la confiance de Bob Valois, je reviens. Oui. Parce que j'étais, comment vous dire, ébloui par l'idée que pour la première fois, des peintres tunisiens exposent dans le quartier. Et cela revient encore à l'immense travail accompli par la Galerie Valois, qui, la première, a ouvert ses portes au tiers-monde. Et je compare volontiers Bob Valois à René Etiamble, qui a ouvert la Sorbonne aux littératures africaines et du tiers-monde aussi, et d'Amérique latine. Alors vous soulignez effectivement le poids qu'a la Galerie Valois dans la promotion de l'art africain notamment. On sait que l'art tunisien, même si il se fait quand même de plus en plus accessible, mais il manque quand même, cet art manque quand même de visibilité. Donc est-ce que vous sentez, vous, justement, ce manque de visibilité? Est-ce que c'est important, justement, que des structures comme la Galerie Valois contribuent à rendre un peu plus visibles les artistes, notamment contemporains? J'aime beaucoup ce que vous dites, manque de visibilité, c'est le mot qu'il faut employer. Et la Galerie Valois corrige les erreurs, je ne veux pas dire de l'histoire, mais de l'actualité, qui nous ont laissé un peu les cultures sous-exprimées, sous-présentées
qui manquent de visibilité. J'aime bien ce terme. Que ce soit le Bénin, le Congo, le Togo, le Gabon et la Tunisie, l'Algérie, l'Afrique, tout cet ensemble-là culturel et qui ne doit pas rester une sous-expression culturelle. Alors, dans ce qui est exposé, vous l'avez dit, c'est surtout un travail sur la mémoire, sur l'histoire. Mais est-ce que voilà, pour revenir à une histoire un peu plus récente, la révolution de 2011, est-ce que ça reste aussi quelque chose qui marque l'art contemporain actuellement aussi chez les artistes tunisiens? Elle a permis l'émergence, ça n'existait pas, du street art. En général, on n'a pas pu les capter pour la majorité. C'est un art éphémère, vous savez, le street art. Il capte pas il rentre pas dans la mémoire. C'est une mémoire fugitive. C'est que même chez nous, en France, à Paris, combien d'artistes du street art ont disparu, ont laissé peu de traces, parce que c'est un art éphémère. Quant à la révolution tunisienne, permettez-moi de vous dire qu'elle a fait davantage de dégâts. Elle a bien fonctionné au début. Mais sur l'art, la révolution n'a pas permis de faire émerger une nouvelle génération d'artistes? L'art de nature, il est pour la liberté. L'art n'a pas besoin de révolution pour s'exprimer, parce qu'il est révolution de par sa nature. D'autres secteurs de la société, comme vous dites si bien, l'habitat, l'école, eux, le pouvoir, ils ont besoin de la révolution. Mais l'art de nature, il est révolutionnaire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Moustapha Chelbi. Merci d'avoir été notre invité. Alors, je rappelle donc cette exposition Tunisie, regard croisé, qui se tient donc dans la célèbre Galerie Valois au cœur de Paris jusqu'au 29 juin prochain. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.